Bonsoir Loïc Hervé et bonsoir Mathilde Panot. Bonsoir. Je vais vous présenter l'un après l'autre. Loïc Hervé, vous êtes sénateur UDI de Haute-Savoie et vous êtes par ailleurs président délégué de l'Association des petites villes de France. Je dis ça parce qu'Amélie de Montchalin est allée faire une visite l'autre jour dans une mairie qui fait partie de cette association. Et bonsoir Mathilde Panot, vous êtes députée La France Insoumise du Val-de-Marne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On va commencer par l'ordre alphabétique comme je le fais à chaque fois. Et donc, Loïc Hervé, vous sortez à l'instant de la commission mixte paritaire sur la loi sécurité globale, plus exactement. Et c'est là-dessus que vous vouliez débattre d'abord avec Amélie de Montchalin. D'abord, pour vous donner, Madame la Ministre, une bonne nouvelle, la CMP a été conclusive entre les députés et les sénateurs. Nous avons trouvé un accord sur ce texte. Au terme d'un débat parlementaire long, qui a commencé ici à l'Assemblée nationale avec un débat, un rapport. Avant le débat, un rapport des collègues Fauvergue et Toureau qui ont écrit un rapport, qui ont écrit une proposition de loi et ce texte est venu en débat à l'Assemblée nationale. Et vous savez, l'article 24 a causé de grandes difficultés dans la presse, dans les médias au sens large. Alors je resitue, c'est sur la possibilité de diffuser ou pas des images de forces de l'ordre quand elles sont en action. Absolument. Et donc c'est le bicamérisme à la française qui a permis de résoudre le problème. Et finalement, c'est parce que nous avons eu cette navette parlementaire, une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, que nos deux chambres ont servi de caisse de résonance, de caisse aussi d'amortissement pour permettre de trouver une solution. Ma question, mon interpellation, c'est de dire que en même temps qu'on a cette loi qui est une proposition de loi, qui est d'essence parlementaire, on a eu l'inscription d'un texte qui est un projet de loi, qui est le texte séparatisme, avec un article 24 dans la proposition de loi sécurité globale et un article 18 dans le texte séparatisme, qui sont des articles proches. Et le problème qu'on a et qu'on vit au Parlement, et que vos téléspectateurs doivent savoir, c'est que il y a un problème de chronologie et que l'articulation entre les deux textes est une vraie difficulté. Et moi, ma question, c'est comment, dans cette 5e République, on peut laisser plus de place au travail des parlementaires, à l'initiative parlementaire, et que le gouvernement accepte d'avoir une chronologie qui permette d'éviter que les deux textes se percutent. Alors, je ne suis pas la ministre de l'Intérieur, donc je ne vais pas vous présenter en détail les enjeux de chronologie des points très spécifiques. Vous connaissez le fonctionnement de l'Assemblée. J'ai été députée, donc je vois très bien l'enjeu de donner à notre Parlement en France plus de moyens, notamment d'évaluation déjà des lois, pour qu'il puisse, quand il prend des initiatives parlementaires, avoir plus de moyens pour calibrer aussi son travail. Quand je fais ce travail sur le baromètre des résultats d'action publique, c'est aussi un moyen de donner aux parlementaires beaucoup plus de données sur l'état réel du pays, sur ceux qui progressent ou ceux qui progressent moins, sur ce qui progresse peut-être dans leur territoire mais qui ne progresse pas ailleurs. Moi, je suis très attachée à ce qu'effectivement, dans notre démocratie, le Parlement puisse avoir plus de moyens de travail, notamment sur son suivi de la mise en œuvre des lois. Les deux textes dont vous parlez, ce sont des textes extrêmement importants sur le continuum de sécurité, sur la police municipale, sur évidemment la défense des principes républicains. Mais nous savons que dans ces matières, il y a évidemment la force du texte et il y a ensuite la bonne mise en œuvre. Comment dans la réalité, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, on sera capable de se demander si les mécanismes sont opérants, s'ils fonctionnent. Dans ce cadre-là, moi je suis très attachée à ce que notamment ce travail d'évaluation soit mieux armé. C'était un de mes combats quand j'étais députée et que d'ailleurs je poursuis d'une certaine manière en vous donnant à vous, parlementaires, beaucoup plus d'éléments pour que vous puissiez aussi juger. Ça vous suffit ? Ça nous suffit. Les bonnes volontés de Madame la Ministre sont bonnes à prendre. Ce que je veux dire par là, c'est que le Sénat et ce soir la CMP ont mis dans le texte tout un tas de garanties qui permettent d'exercer ce contrôle. C'est pas le gouvernement qui, de sa volonté, donne des comptes rendus au Parlement. C'est, selon la Constitution, le gouvernement qui doit le faire. Et dans la loi telle que nous l'avons prévue, dans le texte, il est nécessaire d'avoir ces garanties qui soient apportées. Et le Sénat et la CMP, commission mixte paritaire, par la suite, a aussi conforté ces avancées. Alors, tout à l'heure, tous les deux, vous parlerez de la fonction publique, parce qu'Amélie de Montchalin est là pour ça. Mais vous avez aussi, vous, une question précise, Mathilde Panot, autour de l'eau. Et on parlera de la fonction publique tous les deux ensemble. Oui, alors sur la question de l'eau, parce que vous le savez, Madame la Ministre, l'eau est aujourd'hui en grand danger, de par le changement climatique évidemment, mais aussi de par l'accaparement par des multinationales qui sous-investissent à beaucoup d'endroits, à tel point que dans les fuites, on perd l'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants, ce qui est absolument dramatique, qu'on a des grandes multinationales comme Nestlé ou Danone qui vont pomper directement dans la nappe phréatique pour envoyer des eaux en bouteilles en plastique à 70% à l'export, pendant que
les habitants du coin n'ont pas d'eau au robinet lorsque c'est des cas de sécheresse, et avec des moyens qui manquent considérablement au niveau de l'État, qui assurent l'impunité des multinationales, puisqu'il y a très peu de contrôle, c'est les minéraliers qui disent eux-mêmes ce qu'ils prennent dans la nappe, et qu'il y a aujourd'hui un agent de l'OFB, donc de l'Office de la biodiversité, pour 10 000 km de rivière, ce qui n'assure absolument pas de contrôle de l'État. Donc nous avons lancé une campagne avec des syndicats, des associations et des partis politiques pour demander à ce que l'eau soit inscrite dans la Constitution. Seriez-vous prête à voter à cette votation, et reconnaissez-vous que l'eau est un bien commun et donc qu'elle devrait être sortie des mains du marché? Première chose, c'est qu'effectivement, l'eau est un enjeu majeur pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour notre environnement. Et donc je pense que c'est un sujet, d'ailleurs, dont il faut que beaucoup de Français se saisissent. On a au point vote, tout le monde peut voter. Sur la gouvernance de l'eau, sur notamment le rôle de la qualité de l'eau. Je tiens à vous dire que je vous donne un exemple. J'accompagne dans mon ministère la transformation numérique de l'État, notamment des outils de plus grand d'aide au contrôle, notamment sur la qualité de l'eau, pour que les agents que vous citez puissent beaucoup plus efficacement repérer les lieux où l'eau serait, par exemple, polluée ou non propre à la consommation, et que nous les aidions avec notamment de l'intelligence artificielle, avec des algorithmes, avec beaucoup de politiques de la donnée, un gros travail d'investissement pour que notamment nous assurions la qualité de l'eau. C'est évidemment un enjeu majeur. Je crois que vous avez des travaux parlementaires d'ailleurs qui vont être lancés de manière transpartisane sur le sujet, et je pense que c'est un bon sujet de débat. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Environnement au sein du gouvernement portent notamment, avec bien sûr les élus locaux, un certain nombre de projets. Dans le cas du plan de relance d'ailleurs, je note que c'est l'investissement sur la remise en condition d'un certain nombre de canalisations, parce qu'il y a effectivement beaucoup de fuites, est un enjeu que nous portons au cœur de ce plan de relance. Donc c'est un enjeu, à mon avis, national, stratégique. Évidemment, l'enjeu du changement climatique approfondit encore sa nécessité d'être débattu. Donc en tout cas, je ne sais pas si j'ai pas encore vu votre pétition, donc je ne sais pas vous dire aujourd'hui. C'est une votation citoyenne. Je regarderai en détail. Je vous laisserai le document à Madame la Ministre tout à l'heure. Alors on va parler maintenant des fonctionnaires, parce que c'est le centre de votre portefeuille, le cœur de votre portefeuille. Et là, vous avez deux parlementaires qui n'ont pas le même avis sur la question. Parce que vous avez Loïc Hervé qui dit « Mais le président de la République avait pris des engagements » et Mathilde Panot qui dit « Oui, mais peut-être les engagements, ce n'était pas forcément ces engagements-là qu'il faut prendre. » Vous avez posé votre question, Loïc Hervé. Amélie de Montchalin va vous répondre, et puis Mathilde Panot rebondira là-dessus et vous pourrez débattre. Alors, Madame la Ministre, avant que vous n'ayez été nommée dans le poste qui est le vôtre actuellement, j'avais eu l'occasion d'être rapporteur au Sénat du texte sur la transformation de la fonction publique. Alors c'est sûr, c'était avant la crise que nous vivons actuellement, et tout peut être mis en cause par cette crise-là, cela s'entend. Seulement, les ambitions de transformation de la fonction publique sont réelles. Ils doivent perdurer. Nous avons besoin d'une fonction publique agile, nous avons besoin de renforcer les ponts entre le public et le privé, nous avons besoin d'avoir des fonctionnaires plus nombreux dans certains domaines, mais beaucoup moins nombreux dans d'autres. Par exemple. Nous avons besoin... Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'État doit se résumer aux régaliens et aux missions essentielles. Et que, justice, gendarmerie, police... Notamment, peut-être dans notre pays, avec notre histoire, l'éducation, en grande partie. Mais en tout cas, il y a des secteurs qui doivent être, et qui sont mieux, ça rejoint ce qu'on vient de se dire, qui sont mieux administrés par le privé, ou qui sont mieux administrés, qui sont mieux administrés par des personnes sous statut privé. Et ça, je le dis en tant qu'ancien maire, on voit bien que dans une collectivité comme une mairie, on n'a pas besoin d'avoir toutes les personnes qui travaillent dans la mairie qui soient sous statut de fonctionnaire. Et d'ailleurs, la loi sur la transformation de la fonction publique, portée à l'époque par Olivier Dussopt, avait un objectif d'aller vers cela. Il y avait des objectifs aussi chiffrés de réduction du nombre de fonctionnaires en France. Où en êtes-vous sur... C'était 120 000, suppression de postes. Oui, mais c'était dans la suite, vous savez, du débat sur de la présidentielle de 2017. Où en êtes-vous de cette politique qui fait qu'on doit avoir en France le nombre de fonctionnaires qui correspond à une administration qui soit efficace? Amélie de Montchalin. Je viens de passer le tout début de l'émission, et je vous en remercie de parler de ce sujet, sur le fait que nous devions nous adapter. Je pense qu'il serait aujourd'hui, dans les circonstances que nous connaissons, absolument pas adapté d'expliquer que notre priorité serait de réduire de manière comptable le nombre de fonctionnaires. Mon combat, et celui du Premier ministre, c'était de dire deux choses. Stabiliser l'effectif, au sens général, et au sein de cette stabilisation, on réalloue nos moyens là où nous avons des besoins. On recrute des nouveaux professeurs, on recrute des nouveaux policiers, on surtout remet les bonnes personnes au bon endroit, et notamment beaucoup plus sur les territoires. Nous avons pris la décision, dans ce schéma-là, d'avoir 2500 personnes qui sont aujourd'hui dans les administrations centrales, redéployées dans les préfectures, les sous-préfectures sur le territoire.
pour recréer de la proximité, pour recréer de l'efficacité, pour prendre des décisions à un niveau d'interlocuteur beaucoup plus d'homme à homme, au fond, de femme à femme, que les décisions soient prises là où les choses se passent, sans avoir à les renvoyer au niveau régional, au niveau national. Ça crée des délais, ça crée de l'incompréhension, ça crée des moins bonnes décisions. Donc mon enjeu aujourd'hui, c'est d'abord de recruter les bonnes personnes, de les mettre au bon endroit. J'ai un deuxième enjeu, c'est de rendre cette fonction publique attractive. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est, à certains points, dramatique. On a divisé par 3 le nombre de jeunes qui se présentent au concours depuis 20 ans. On a des métiers qui, aujourd'hui, n'attirent plus. Mon enjeu, c'est qu'on va offrir 40 000 stages en 2021 aux jeunes Français pour qu'ils voient la réalité des métiers. Oui, mais On va sauf que offrir Loïc Hervé, il 14 000. vous dit, il n'y a pas besoin de fonctionnaires partout. C'est ça Mais qu'il vous dit. aujourd'hui, Il y a des choses qui Sous peuvent être... statut. Sous Il y a pas statut, besoin de j'entends. fonctionnaires sous statut Aujourd'hui. partout. Moi-même, je suis fonctionnaire territorial. Et ce que j'entends dans votre discours, notamment sur le concept de subsidiarité, de prendre les bonnes décisions au bon niveau, à quel moment les collectivités locales, avec la fonction publique territoriale et les fonctionnaires sous contrat, ou les agents publics sous contrat, enfin, ceux qui ne sont pas sous statut de fonctionnaire, peuvent être, à un moment donné, aussi acteurs de cette transformation. d'abord, moi j'ai un échange très régulier, quasiment permanent, avec les employeurs territoriaux. Avec les employeurs territoriaux, nous avons acté que tous les employeurs publics paieraient dès 2022 puis 2024 la mutuelle santé de leurs agents. On a des enjeux de protection sociale dans notre activité. Nous avons acté avec les employeurs territoriaux que sur l'apprentissage, que sur les stages, nous avions tous à donner à la fonction publique son rôle d'ascenseur social, d'assurer aux jeunes qu'ils puissent terminer leurs études, qu'ils puissent valider leurs années d'études dans des périodes compliquées. Avec les employeurs territoriaux, je travaille sur l'apprentissage, comment on doit rendre l'apprentissage dans la fonction publique pour que ça soit une vraie filière d'insertion professionnelle. Moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est d'abord que quand je recrute, les bonnes personnes avec les bonnes compétences puissent se présenter. Ensuite, que les bonnes personnes soient au bon endroit, donc ça veut dire beaucoup de réallocation de nos moyens, c'est du bon sens. Mais pas forcément tout le monde sous statut public. Et ensuite, ou pas. sur cette question de statut, évidemment, il n'y a pas de concours pour être spécialiste du numérique public. Mmh. Heureusement que nous pouvons recruter des personnes avec des contrats pour venir nous aider sur les enjeux numériques. Il n'y a pas de concours sur un certain nombre d'enjeux environnementaux, parce qu'on a aujourd'hui dans les collectivités des nouveaux projets de développement qui ne correspondent pas, vous voyez, à un concours existant. Heureusement qu'on peut. Donc moi, mon enjeu, c'est de recruter les bonnes personnes. Mais pas forcément bon sous endroit. statut fonction publique. Et il ne faut pas là-dessus avoir de totem. Je défends le statut. Je pense que c'est une vraie protection sur la laïcité, sur les principes républicains, sur la liberté aussi qu'on donne aux uns et aux autres. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent d'ailleurs d'avoir d'autres formes de contrats. Et si ça nous rend attractifs, il faut qu'on puisse... Alors là, il va y avoir débat, parce que Mathilde Panot, qui vous écoute, n'est pas, je pense, sur cette longueur d'onde. Ah, pas du tout d'accord. Non, mais en fait, c'est incroyable. Ni avec la ministre, ni avec Loïc Hervé. J'ai l'impression que la crise du Covid n'est pas passée par là. Parce que quand même, c'est tout ce type de discours qui nous a rendus complètement impuissants pour faire face à la pandémie. La gestion gouvernementale de la crise n'a été qu'une gestion de la pénurie. De lits, de tests, de masques, maintenant de vaccins, et surtout de soignants. Et alors, on peut parler des 100 000 lits qui ont été fermés en 20 ans. On peut discuter de tout ça. Mais à un moment, quand est-ce qu'on va tirer les bilans de ça et qu'on va dire, on va arrêter de dire qu'on peut faire moins avec mieux. Madame la ministre, vous venez de dire qu'il ne serait pas responsable de dire maintenant qu'on baisserait le nombre de fonctionnaires. Alors, ce n'est pas responsable de le dire, malheureusement, vous le faites. J'ai notamment, alors j'ai un certain nombre d'exemples, je vais prendre 3 exemples rapidement. Le premier, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui a été dit dans Cache Investigation de décembre 2020, qui révélait une pratique absolument illégale, c'est que pour compenser les baisses d'effectifs chez les fonctionnaires, eh bien, on embauchait des jeunes en service civique à 580 € par mois, et on donnait un exemple, par exemple, à Pôle emploi, un jeune qui faisait conseiller Pôle emploi. Sur ce premier point, on va prendre Je donne juste les 2 autres exemples, parce que très rapidement, parce qu'ils sont liés. Un décret du 21 mars qui baisse le nombre de places de magistrats qu'on va pouvoir recruter dans notre pays, alors que vous le savez, vous avez été ministre des Affaires européenne, on a déjà 2 fois moins de juges et 2 fois moins de greffiers dans notre pays, et que donc la France en manque. Donc on poursuit la clochardisation de la justice puisqu'on baisse le nombre de magistrats à recruter. Ou encore le service public forestier. Et là, je vais vous dire, maintenant, dans le service public forestier, l'ONF, eh bien, nous n'aurons plus d'embauche de fonctionnaires, mais des contractuels, avec 40% des effectifs qui ont été baissés et 500 postes qui vont être supprimés d'ici à 2026. Donc moi, j'avais une question, c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler votre ministère directement ministère de la liquidation de la fonction publique et de l'État, parce que lorsqu'on liquide l'expertise humaine de l'État, eh bien on laisse là encore toute la place au lobby pour décider à notre place. Déjà, sur le service civique, j'ai pris une décision très forte que les pratiques qui ont été révélées soient sanctionnées. Nous avons maintenant une charte. Toutes les personnes qui ne respectent pas cette charte de ce qu'est le service civique, d'abord un engagement du jeune, c'est pas
un C'est palliatif. pas remplacer un poste, quoi. Avec Sarah El Haïry, Et qui avec est l'agence. utilisé pour compenser des baisses d'effectifs. Non, c'est pas le rôle des services civiques. Je peux vous dire qu'il a été très clairement écrit, signé. Nous avons pris un engagement très clair, qui est connu désormais, que les pratiques en question soient absolument, 1, prohibées, 2, sanctionnées. Mais sanctionner comment? Et sanctionnées parce que ça veut dire que les Mais ministères... comment Ça veut dire que les ministères perdent leur agrément. Ça veut Ah oui, dire d'accord, que le service n'existe plus. Ça veut dire que les jeunes sont D'accord. sortis de positions qui ne correspondent pas à leur engagement. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'effectivement, c'était intolérable de considérer que dans certains services publics, eh bien, au lieu de valoriser l'engagement d'un jeune, sa formation, son rôle justement civique et citoyen, les missions qui étaient proposées, l'accompagnement ne correspondait pas à ce que doit être le service Bien. civique. Première chose. Deuxième chose, sur les recrutements. Nous recrutons aujourd'hui, je peux vous dire, il y a 7500 postes d'infirmières et d'aides-soignants ouverts dans la fonction publique hospitalière. C'est bien ça, Loïc Nous Hervé. avons mis 8 milliards d'euros sur la table pour revaloriser les salaires. Oui, il y a aussi Les 800 grilles. millions d'euros d'en moins pour les hôpitaux publics en 2021, c'est le PLFSS, mais bon, c'est... Je pense Allez-y, qu'avec je vous en prie. les 19 milliards d'investissements que nous avons annoncés dans le plan de relance pour l'hôpital, les 9 milliards que nous avons mis sur la table sur le Ségur, la revalorisation des grilles que je porte pour notamment, bien sûr, la fonction publique hospitalière, mais aussi la fonction publique territoriale et de l'État, pour ce qui concerne les infirmières et les aides-soignants. Nous recrutons. Et je vous avoue, on va recruter 100 000 jeunes de moins de 25 ans dans les 3 fonctions publiques cette année. Parce que le renouvellement des générations fait que nous recrutons. Donc moi, je n'ai aucune difficulté Et à vous dire que sur nous recrutons. l'Office national des forêts, parce que Très important. Loïc Hervé était d'accord avec Mathilde Panot sur ce Oui, point. je suis d'accord parce que on a progressivement fait un choix de voir disparaître un certain nombre d'organismes qui sont des organismes verticaux, héritage pour la plupart d'entre eux de la Troisième République. Et là, on a, au moment où on va avoir le plan de relance, la chance d'avoir encore l'ossature de l'ONF. Alors là, vous êtes le gouvernement face à un choix drastique. Soit Là, il vous êtes démantèle d'accord tous les deux l'ONF, là-dessus. ce qui serait une erreur et une hérésie, soit il conforte le modèle de l'ONF, quitte à trouver d'ailleurs des partenariats importants. Il se trouve que je préside les communes forestières dans mon département. Je connais très bien cette question-là. Et le partenariat entre les collectivités locales et l'ONF, je pense qu'il y a un nouveau modèle à réinventer, mais que cet office, je rejoins ce qui a été dit, ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les agents, y compris les ouvriers forestiers, sous statut fonctionnaire. Alors, Mathilde D'ailleurs, Panot, c'est d'ailleurs qu'est-ce que vous plus le cas répondez à ça? aujourd'hui. Alors, attendez, Mais- Mathilde Panot, parce que c'est sa question. mais quand même, il faut que cette maison, qui est la fierté de la France, Bien, soit Mathilde confortée. Panot. Non, mais puis pour après, une la fois, ministre pour une fois, répond. je suis d'accord, mais moi je l'étendrai à tous les services publics. Là, c'est probablement notre désaccord, mais quand même, 4 agents sur 10 qui ont disparu en 30 ans. Là, on demande de nouveau la suppression de 500 postes. Je vous dirais juste, Madame la Ministre, quand même, qu'on Et a Madame gagné la un ministre va vote à répondre. l'Assemblée qui demandait le moratoire, le gel des suppressions de postes. C'était juste À l'ONF, ça. à l'ONF. À l'ONF. Eh bien, le gouvernement est repassé en deuxième Bien. lecture et nous a refait faire un deuxième vote. Alors, Et donc, nous avons perdu ce gel. Réponse d'Amélie Montchalin. D'abord, je tiens à dire, Loïc Hervé disait qu'il faut que la fonction publique ne s'occupe que des sujets régaliens. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il y a beaucoup de politiques publiques, notamment dans le domaine environnemental, qui demandent une politique pilotée, stratégique. C'est un débat qui a eu lieu effectivement au Parlement. C'est le ministre Julien de Normandie qui, je crois, continue le travail d'ailleurs sur notamment la gestion de la forêt. Il y a énormément Et d'autres donc, pourquoi enjeux. vous continuez de supprimer des postes, en fait? C'est ça la question qu'on pose. Aujourd'hui, cette discussion, elle est le fruit d'un projet de réorganisation de la manière dont on travaille avec les collectivités, la manière dont on partage les tâches. Évidemment, aujourd'hui, je vois bien qu'il y a un certain nombre de contestations, qu'il y a un certain nombre d'équilibres, Y compris les probablement, collectivités, d'ailleurs. probablement d'équilibres qu'il va falloir remettre sur le métier. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est acté. C'est Aujourd'hui, encore on a jouable. une loi qui est actée, il y a effectivement des négociations qui... Mais sur le nombre de postes, ça notamment- pourrait se jouer. Non, Chaque année... Je chaque pose la année- pas question. pour cette année, non. Pas pour c'est cette fini. année. Chaque année, vous avez un projet de loi de finances qui définit un schéma d'emploi, qui définit un nombre d'emplois. Vous savez, on est en démocratie. Quand il y a des contestations, les choses sont discutées, les choses ensuite sont assumées. Donc là, je ne vais pas vous faire la stratégie de l'ONF, c'est pas dans mon périmètre. Mais je tiens à dire qu'en pratique, ma vision des choses, c'est d'abord de dire, il faut qu'on soit clair sur quels sont les objectifs de politique publique qu'on poursuit. Mon objectif ensuite de positionnement des fonctionnaires, c'est que ce soit le plus possible des agents opérationnels de terrain que nous renforcions et que nous arrêtions d'avoir des ministères centraux Bien. qui sont trop loin Mais sur des règles l'ONF, pour pourquoi on décider. supprime des postes à l'ONF? Parce qu'il y avait un projet de réorganisation qui pourrait vous être présenté par le ministre. Aujourd'hui, la politique de la forêt, d'ailleurs, fait partie également du plan de relance. Vous savez qu'on a Bien sûr. un plan très 200 ambitieux millions. d'investissement dans la forêt. Donc, on accompagnera ça. Je demanderai au ministre de l'Agriculture qui s'en occupe et la ministre de l'Environnement, évidemment, de pouvoir revenir vers vous avec les détails et la discussion qui doit s'imposer. On est en Bon, démocratie. la discussion des- va continuer. Discussion, c'est normal. Mais pas pour cette année, vous avez dit Mathilde Panot. Ça, c'est Non, 500, c'est sûr cette année. Les 95 postes sont actés de supprimer. 95 sur 500, c'est ça.
Et 95 et 500 jusqu'à 2026. D'accord. Donc, mais ça ça, va faire en fait vous avez à la entendu fin la une ministre, ça pourrait liquidation. éventuellement. Parce que juste dans la loi ASAP, on a aussi voté qu'il n'y avait plus de fonctionnaires mais des contractuels, ce qui moi me pose un gros sujet lorsque l'on parle de long terme avec notamment la question de la forêt et de gens sous pression financière forte. On va rejoindre Vincent Roux au Figaro Live. Bonsoir Vincent. Qu'est-ce que les internautes, vos lecteurs et nos téléspectateurs ont fait circuler sur le Figaro Live ? Bonsoir Francis, bonsoir Amélie de Montchalin. Alors ce qui passionne les internautes du Figaro, c'est l'affaire autour de l'Evergreen, ce cargo qui a bloqué le canal de Suez. Et parmi les commentaires, beaucoup s'interrogent sur la mondialisation à outrance. Est-ce que cette affaire ne pose pas la question face aux pénuries qui menacent dans ces cas-là de relocaliser les productions ? Est-ce que ça ne souligne pas les risques de la mondialisation? La mondialisation sauvage. Déjà, je crois que le canal de Suez, il est là depuis longtemps. 56. Depuis donc... 1956. Voilà, mais si je 1900. tiens à dire, le cardinal de Lesseps a fait ça quand même il y a un Ah oui, avant, oui, d'accord. Mais je La parlais, première moi, chose, c'est qu'évidemment, il y a un enjeu, on voit bien, de commerce et un enjeu international. Dans le plan de relance, nous avons une vision d'une France qui produit, d'une France productive. Nous investissons pour que dans notre pays, un certain nombre de filières stratégiques, pharmaceutiques, agricoles, sur un certain nombre de composants, produisent en France et en Europe. Donc évidemment, on le voit bien dans ces périodes, on l'avait vu à un certain nombre d'autres moments où il y a eu des ruptures de chaînes de valeur, nous devons produire en France. Vous savez, on avait, juste avant la crise du Covid, recréé 20 000 emplois industriels. Recréer 20 000 emplois industriels en France, c'est bien parce que nous pensons que nous avons besoin de produire plus en France de composants pour éviter qu'il y ait du reste. Vincent, 10 secondes. Ça vous convainc? Je remercie la ministre de m'avoir rappelé que le canal de Suez existait depuis le 19e siècle. Oui, en effet, parce que je m'étais trompé moi, entre la nationalisation et la création. Merci. Merci en tout cas, Loïc Hervé. Merci Mathilde Panot d'être venue débattre avec Amélie de Montchalin sur les sujets qui concernent la fonction publique, mais aussi évidemment notre vie quotidienne, parce que la fonction publique, ça fait partie de notre vie quotidienne. Et merci à Amélie de Montchalin d'avoir accepté de participer à Audition publique. Audition publique qui revient dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, ce sera un week-end un peu férié, à 19h30, en direct, évidemment. Bonne soirée, merci.